Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour un webinaire dédié à la marque employeur et à la fidélisation des talents. Alors, j'ai avec moi trois personnes très talentueuses que je vais présenter dans un instant. Mais en attendant les retardataires et pour nous détendre après une longue journée, je vous propose de faire quelques étirements. Moi, c'est un exercice que j'aime bien en début de webinaire. Je vous propose de lever les bras au ciel, aller tirer très, 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 très haut, bien respirer et tout relâcher. Et on va le faire quelques fois, on peut le faire une deuxième fois. On va tirer très, 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 très haut et on relâche. Et une petite dernière, là, normalement, vous devriez commencer à sentir dans les épaules. Et voilà. Ok. Alors, je vois qu'on est déjà 20. Je vous propose de commencer dès maintenant. Eh bien, je vais présenter nos intervenantes aujourd'hui. Je vais commencer par toi, Audrey. Alors, Audrey, elle est cofondatrice de Lama Conta. Vous pouvez le voir à son petit lama en arrière-plan. Et Lama Conta, c'est une plateforme d'emploi dédiée aux cabinets d'experts comptables qui est présente dans toute la France et qui a déjà aidé plus de 300 cabinets à recruter leurs collaborateurs. Juste à côté de Dre, vous aurez Maud Salzer, qui est responsable RH chez Duo Solutions. C'est un cabinet d'expertise comptable qui compte 180 collaborateurs aujourd'hui et 25 associés. Et ils sont répartis tous dans 11 bureaux qui sont situés dispersés dans l'ouest de la France. Et enfin, j'ai également avec moi Charlène Imbert, qui a 15 ans d'expérience dans les ressources humaines outre-Atlantique et ici en Europe, et qui est chez nous directrice des ressources humaines chez Penny Lane. Alors, pour bien commencer, juste pour être sûr qu'on va toutes et tous parler de la même chose, je vous propose de définir avec vos propres mots la marque employeur en des termes très concrets. Charlène, peut-être que je te laisse commencer là-dessus. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, c'est assez intéressant de commencer cet exercice-là parce qu'on a tous une définition propre à nous de la marque employeur. Moi, ce que j'entends par la marque employeur, en fait, c'est l'image en fait que véhicule l'entreprise tant à l'externe qu'à l'interne. Et puis plus concrètement, en fait, toutes les actions, toutes les initiatives qui sont prises par les entreprises, autant pour attirer, pour recruter, pour fidéliser et également pour retenir, les candidats et les collaborateurs. Top. Maud, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette définition? Oui, je vais venir la compléter en fait, parce que c'est vrai que c'est essentiel ce qu'a dit Charlène. Et puis, je vais juste rebondir sur le fait de fidéliser pour en fait plutôt m'orienter vers donner envie en fait aux collaborateurs de rester ou de venir chez nous à travers des choses dans lesquelles ils vont se reconnaître. Donc, c'est la notion plutôt d'engagement, c'est-à-dire comment je leur donne envie effectivement de rejoindre l'entreprise à travers des valeurs, à travers tout un tas de choses qu'on peut mettre en place. Et comment après, une fois qu'ils ont rejoint le cabinet, je leur donne envie de rester à travers tout un tas d'actions, mais qui sont aussi bien de l'autonomie, de la souplesse dans l'organisation, qui vont correspondre aux attentes des collaborateurs. Top, très clair. Et Audrey, je te laisserai conclure. Voilà, pour toi, qu'est-ce que c'est la marque Avec employeur? plaisir. Bonjour à tous. Déjà, je suis évidemment d'accord avec ce qu'ont dit Charlène et Maud. Moi, je dis souvent que la marque employeur, c'est attirer, recruter, fidéliser. Comme ça, c'est hyper simple à retenir. Et ce qu'il faut retenir, je pense aussi, c'est de soigner les départs. C'est pas parce qu'on cherche à bien intégrer les personnes qu'il faut pas penser aussi à la sortie. Parce qu'en fait, quelqu'un qui qui partirait de votre cabinet, ça peut aussi être un ambassadeur. Et même parfois, je propose au cabinet de proposer aux collaborateurs directement de recruter la prochaine personne qui va arriver. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant, en tout cas, de se pencher là-dessus. Il faut savoir que tous les cabinets ont une marque employeur, qu'elle soit positive ou un peu moins positive. Mais en tout cas, vous en avez une dans tous les cas. Oui, est-ce que tu nous avais dit aussi en off, lorsqu'on a préparé donc cette table ronde, c'est que la marque employeur a été autant véhiculée par les personnes qui font partie de l'entreprise que par celles qui ne font pas ou plus partie, celles qui ont quitté l'entreprise, celles qui Oui. ont passé les entretiens,
mais qui n'ont pas été retenus. Et qu'en fait, même si on n'a pas travaillé à construire sa marque employeur, par défaut, on en a une. Et moi, je trouvais ça vraiment hyper intéressant de se rappeler que, voilà, qu'on l'ait voulu ou non, Oui. on part pas de zéro, on part forcément de quelque part. Exactement. Euh, Donc, répondez à toutes vos candidatures. Moi, la première question que j'aimerais vous poser, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur les éléments de définition, voilà, on sort tout juste de la période fiscale, on sait que c'est éreintant pour les collaborateurs, pour tout le monde au sein des cabinets. Je me dis que c'est peut-être aussi le moment où tout le monde se demande si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, la vie n'est pas un peu plus facile. Donc là, j'aimerais vous demander aujourd'hui, qu'est-ce qui fait partir un collaborateur de son cabinet? Est-ce que, Audrey, tu veux commencer cette fois? Avec plaisir. Qu'est-ce qui fait partir un collaborateur? Plusieurs choses. D'abord, on en avait parlé avec Charlène aussi quand on avait préparé le webinaire, c'est le manager. Souvent, ça vient du management. Le collaborateur nous dit « j'ai plus le feeling » ou « je me sens pas assez écouté ». Il y a 98% des problèmes en entreprise qui sont liés à des problèmes de communication. Ça, il faut le savoir. Donc, en fait, il faut pouvoir creuser l'abcès et parfois il est trop tard et le collaborateur s'en va. Ça, c'est une des raisons. Et après, il y a aussi des raisons, bien sûr, qui sont liées parfois au salaire, à une évolution qui n'a pas été, qu'on n'a pas eu, mais ça c'est souvent la raison qui revient. Et après, je vais laisser peut-être Charlène et Maud compléter. Maud, je te laisse peut-être y aller. Oui, alors c'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Audrey. Il y a derrière, en fait, une notion de considération. C'est-à-dire qu'un collaborateur, à partir du moment où il n'aura pas été écouté, pas été entendu, il va aller chercher ailleurs cette écoute, en fait, et il va aller regarder ce qui se passe, sachant qu'on sait que nos collaborateurs sont très, très, très sollicités. Donc, il suffit que ça arrive effectivement le jour où la période fiscale est finie ou le jour où on a un dossier qui ne s'est pas passé comme on voulait, et forcément, ils entendent d'une oreille plus attentive. Et s'ils ont eu une demande particulière qui n'a pas été entendue par leur manager ou pas traitée, tout simplement, parce qu'on peut aussi avoir une réponse négative à une demande, mais si c'est expliqué, c'est tout de suite mieux compris. Et c'est vrai que l'entretien avec le manager, une question de rémunération, une question de mobilité, une question d'aménagement du temps de travail pour laquelle il n'y a pas de réponse, ça peut aussi à un moment donné donner envie de regarder ce qui se passe ailleurs et effectivement d'aller voir ailleurs ce qui se passe si on n'a pas la réponse au sein de son cabinet. Je ne sais pas, Charlène, ce que tu en penses? Oui, complètement, effectivement, complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. J'irai peut-être même un petit peu plus loin dans les motivations qui peuvent pousser un départ. De manière générale, quand on se retrouve moins dans les valeurs ou dans la culture d'entreprise, justement, c'est hyper important. Et on le voit de plus en plus aussi avec les nouvelles générations. Ces nouvelles générations-là ont vraiment besoin de se sentir partie prenante dans plein de choses au sein de l'entreprise. Donc, s'il y a une orientation stratégique qui correspond un petit peu moins à ce qu'ils avaient en tête, etc., ça peut également susciter des départs. Donc ça, c'est une chose. Et pour complémenter également ce que vous disiez, aujourd'hui, il y a je sais qu'on va en parler un petit peu plus longuement plus tard, mais tout ce qui est équilibre travail pro, travail perso, package de rémunération, flexibilité du travail, télétravail, c'est des thèmes qui sont assez nouveaux, entre guillemets, en tout cas qui apparaissent sur le marché du travail dans les dernières années et qui sont extrêmement importants et qui peuvent être des facteurs de rétention ou à contrario de départ. Donc, c'est également des éléments à prendre en compte. Ouais, c'est très intéressant. Merci toutes les trois pour vos réponses. Du coup, à contrario, ma prochaine question, c'est pour quelle raison un ou une collaborateur ou collaboratrice, elle a envie de rester dans son entreprise? Charlotte, puisque tu avais la parole, je te laisse peut-être compléter. Oui. Ce qui pousse les gens à rester, je pense, c'est beaucoup l'aspect communication avec le manager, avec l'équipe. Les gens sont beaucoup motivés de plus en plus aussi par les défis pro, être honneur sur certains projets, avoir de l'autonomie.
dans leur travail, avoir des perspectives d'évolution au sein de leur poste. On parle beaucoup de gestion de carrière, hein, c'est un thème qui est récurrent. Donc, c'est le genre de sujet qui peut favoriser de la rétention, qui peut motiver. Évidemment, la progression salariale, même si c'est potentiellement pas le premier facteur qui fait rester, mais ça reste un facteur important et un signe fort de reconnaissance. Donc, je dirais principalement ces éléments-là. Ouais, je suis d'accord sur moi je l'entends beaucoup aussi de la part des collaborateurs, c'est l'autonomie et la souplesse d'organisation. Alors je pense que ça arrive aujourd'hui vraiment en numéro 1, dans les gens qui nous rejoignent ou dans les gens qui sont déjà en cabinet et cette souplesse, cette possibilité de télétravail qui est aujourd'hui vraiment, très attendue, par les collaborateurs et effectivement, les missions complémentaires comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, tutorat, mentorat, accompagner aujourd'hui des stagiaires ou des alternants ou même des tuteurs quand c'est l'intégration. Ça valorise aussi les collaborateurs et ça participe à la reconnaissance en fait de leurs compétences. Donc c'est aussi une marque de confiance de la part, de la direction, et une valorisation pour les collaborateurs qui, aujourd'hui, voilà, participent en complément effectivement d'éléments aussi, de rémunération à un moment donné qui viennent, confirmer, les compétences et la confiance, mais ça joue aussi, beaucoup, aujourd'hui. Oui, exactement. Et si je peux compléter, il y a Ouais, une chose qui fait merci Fanny. Il y a une chose qui fait vraiment rester les collaborateurs, c'est l'ambiance et les collègues. En fait, on vient pour un poste, mais souvent on reste quand même pour les collègues, et l'environnement de travail. Oui, puis Oui, les 2 dernières années qu'on a vécues, je me permets, c'est vrai Oui. que ça a renforcé ces attentes-là aussi avec, des moments, de convivialité qui sont très, très attendus et on voit que ça repart, de partout, c'est des choses très, très attendues pour, lier aussi des gens qui sont arrivés, sur ces 2 dernières années et qui, n'ont pas eu d'événements, pour faire autre chose que le quotidien finalement et qui sont très en attente. Oui, un sujet qui avait été abordé aussi pendant la préparation de ce webinaire et qui me semblait vraiment pertinent. Il me semble que c'était toi à nouveau, Audrey, l'idée qu'aujourd'hui, les cabinets, ils ne sont pas uniquement en compétition entre eux pour Ah oui. attirer les talents, mais aussi avec fait d'entreprises qui ont besoin de profils financiers et comptables. Et du coup, en fait, il ne faut pas juste s'aligner sur ce que font les autres cabinets, mais aussi sur ce que font les autres entreprises, c'est ça? Oui, exactement. Moi, c'est ce que je dis toujours, les concurrents, entre guillemets, dans le recrutement, ce ne sont pas les cabinets, ce sont bien les entreprises, puisqu'on se retrouve avec des collaborateurs comptables qui ont 5 ans, 10 ans d'expérience, qui s'en vont devenir DAF en entreprise. Alors, c'est très bien, mais il faut qu'on arrive aussi à garder certains de ces talents parce qu'on en a besoin. Ouais, Et donc, alors pour garder ces talents, on peut en effet s'inspirer de ce que font les entreprises. Pourquoi les collaborateurs partent en entreprise? Moi, ce que j'entends à chaque fois, c'est l'équilibre vie pro-vie perso. Vous en parliez tout à l'heure. Ça, c'est ce qui revient à chaque fois. La flexibilité, l'équilibre vie pro-vie perso, qu'on peut retrouver peut-être moins dans certains cabinets. Et encore, je trouve que ça change pas mal quand même pour en voir beaucoup. Mais ça ne se sait pas. C'est aussi ça le problème, c'est de le faire, mais de le montrer aussi. Et un autre facteur qui peut pousser les gens à rester ou à partir, à contrario, on le voit depuis la crise Covid, mais il y a un réel changement en fait des conditions de travail, notamment avec l'émergence du télétravail. Donc aujourd'hui, notre concurrent, c'est plus le concurrent local. En fait, potentiellement, ça peut être n'importe quel concurrent en France, ou voire même en Europe, ou voire même à l'étranger. Donc il y a aussi tous ces changements qui viennent complètement changer la dynamique du travail et la manière d'attirer et la manière de retenir aussi. Mais c'est vrai que pour les entreprises qui ne se mettent pas forcément à la page sur ce type de pratique, ça peut devenir compliqué. Ça peut devenir compliqué et surtout, là encore, chez les jeunes générations qui sont très en demande de ce type de flexibilité-là. Oui, et sur la fidélisation des collaborateurs, justement, il me semble que Maud, tu avais quelque chose à dire sur comment offrir des perspectives d'évolution. Parce que là, voilà, encore une fois, là, c'est quelque chose auquel tu es confronté au quotidien dans ton travail. Voilà, 180 collaborateurs, les 25 associés, plusieurs bureaux. Toi, comment est-ce que vous avez mis ça en place au sein de Duo Solutions? Par rapport à l'intégration, tu veux dire? Tu pensais? Plutôt à fidéliser les collaborateurs et leur offrir des perspectives d'évolution, tout simplement.
Oui, bah après, c'est vrai que ça participe en fait à quelque chose de global, c'est-à-dire comment on considère le collaborateur quand il arrive chez nous et les possibilités d'évolution qu'on peut lui offrir. Donc, ça peut aller de la montée en compétences classique, j'allais dire, sur des missions de plus en plus complexes, mais ça peut être aussi des missions complémentaires qu'on peut lui fixer et qu'on peut lui proposer en fait en complément de ce qu'il fait aujourd'hui avec des choses un peu plus exceptionnelles qui sont qu'on sort un peu du portefeuille classique qu'on confie avec des missions exceptionnelles auprès des clients. Ça peut être aussi de l'accompagnement. Alors nous, c'est du tutorat au niveau des stagiaires et des alternants qui permet aussi de transmettre ces connaissances avec des collaborateurs qui sont en attente aussi sur ce genre de mission en fait. Et puis il y a aussi dans certains cabinets, et nous on le pratique, des formateurs internes auprès de clients, par exemple. Donc c'est aussi, devenir, formateur, c'est aussi, de la volonté de certains collaborateurs, de pouvoir avoir, ces missions-là en complémentaire. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, toute la partie formation, comment on va accompagner les collaborateurs par rapport à ces missions nouvelles qu'on leur propose et donc de mettre en parallèle le plan de formation correspondant pour pouvoir aussi, accompagner. Donc ça fait partie des choses qu'on est en train de mettre en place, au sein du cabinet, qui sont à déployer sur les prochaines années. Mais c'est vraiment ce genre de choses auxquelles les gens sont attentifs. Et voilà, quand il y a une demande d'évolution, d'entendre ça et d'être capable de proposer des parcours, en tout cas, aux différents collaborateurs. Alors, en fonction des postes, hein, parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait pareil qu'on soit en compta ou dans le social, mais c'est d'être capable d'identifier des parcours sur ces différents pôles d'activité. Là-dessus, j'ai un exemple, si je peux compléter, notamment le fait d'avoir d'autres missions que celles qu'on a habituellement. On a un client, donc un cabinet nantais, qui avait un collaborateur qui pensait partir, justement le fameux collaborateur qui a 5 ans d'expérience, qu'on a tous envie de garder, mais il pensait avoir fait le tour de son poste et donc il dit à l'associé j'aimerais voilà, je pense à partir parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de mon poste. Et l'associé lui dit bon, c'est pas possible que tu partes. Je sais que tu es passionné de photos et de communication. On veut refondre toute la communication du cabinet. Est-ce que ça t'intéresse de porter ce projet avec nos prestataires extérieurs? Et le collaborateur dit bah oui, bien sûr, ça me tente. Et donc on lui a, enfin le cabinet lui a laissé un petit peu de temps pour gérer toute cette partie communication. Et bah, je crois que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il est encore dans le cabinet et aujourd'hui il est devenu associé. Voilà. Et en plus, le cabinet a une toute nouvelle charte graphique et ils ont tout mis en place sur la partie communication avec une société externe. Donc comme quoi, on peut garder plus de 10 ans quelqu'un qui envisageait de partir en lui proposant de lui laisser un petit peu de temps pour mettre en place d'autres projets au sein du cabinet. Ah oui, c'est une super belle histoire. Pardon, Charlène, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais ça complétait ce que disaient Maud et Audrey. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus attentifs à l'évolution dans leur poste. Et effectivement, il faut qu'on soit aussi ouvert d'esprit à proposer des évolutions plutôt latérales également, passer d'un département à un autre ou d'un poste à un autre, en soutenant tout ça évidemment avec de la formation, du mentorat, du coaching, peu importe. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les gens sont très en demande de ce type de choses. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on parlait d'évolution, souvent on avait en tête uniquement des évolutions verticales, j'aurais tendance à dire, vers des postes de management. C'est quelque chose qui est encore présent dans certaines entreprises, mais qui est de plus en plus désuet, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, l'évolution, c'est autre chose en fait. C'est évoluer, gagner en expertise dans son poste, c'est potentiellement évoluer ailleurs dans l'entreprise, mais pas uniquement penser à des postes de management. Donc, il y a toute une refonte, là encore, de la philosophie de l'évolution. Et pour venir donner un exemple, au sein du cabinet, on a quelqu'un qui a commencé en comptabilité il y a un peu plus de 10 ans, voire peut-être même 15 ans, et qui a évolué chez nous au sein de Duo sur des fonctions informatiques et qui aujourd'hui est associé responsable informatique au sein du cabinet alors qu'il a commencé en comptabilité. Donc, concrètement, voilà, ça existe avec des passerelles, comme tu disais, Charlène, entre différents pôles d'activité et différents métiers. Et là, avec la création aussi des services supports, qui venait du terrain et de l'opérationnel, et ce qui fait que, voilà, pour les contacts des collaborateurs au quotidien, il y a une vraie compréhension de leurs problématiques et du coup un traitement encore plus simple de cette partie problématique informatique.
Top, merci à toutes pour vos anecdotes. Il y a des belles histoires. Ça fait chaud au cœur de les entendre. Je vous propose de passer à un autre thème qu'on a volontairement mis de côté jusqu'à présent, c'est celui de la rémunération, un peu l'éléphant dans la pièce. Souvent, quand même très souvent, c'est perçu comme le reflet principal, si ce n'est pas le seul, de la valeur perçue du salarié par son entreprise. Mais je sais que les cabinets sont soumis à une exigence de rentabilité très dure et que parfois ce n'est pas négociable, tout simplement, pas par faute, pas par mauvaise volonté, mais ça ne l'est pas. Du coup, je pense surtout à vous, Maud et Charlène. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à, peut-être à l'expert comptable associé qui ne peut pas négocier cette rémunération, mais qui se dit que c'est quand même le moyen le plus efficace de retenir ses collaborateurs. Charlène, je te laisse commencer peut-être. Oui, alors déjà, la rémunération, c'est une notion assez vague en fait. Aujourd'hui, on parle plutôt de package global parce que le package global, c'est l'ensemble des éléments et la rémunération en fait partie. Donc, je pense que c'est important quand on parle rémunération avec un collaborateur de regarder le tout, en fait, l'ensemble. Évidemment, le salaire, évidemment, la politique de bonification s'il y a lieu, la politique aussi de conditions de travail plus globales, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important en fait d'aborder le sujet dans son ensemble. Aujourd'hui, effectivement, la rémunération, ça reste l'élément le plus tangible et le plus visible de la rétribution du collaborateur ou de la collaboratrice. C'est important, là encore, de ramener le tout aux perspectives d'évolution dans l'entreprise. Là encore, quand il y a évolution, c'est important que l'entreprise puisse la valoriser, cette évolution-là, pour pousser justement les gens à évoluer au sein de leur entreprise. Donc effectivement, c'est un sujet assez complexe et il y a une compétition assez forte et on le voit de plus en plus. Toutefois, je pense que c'est important d'avoir une rémunération juste et équitable, c'est la base après, pour que la personne ne sente pas d'injustice organisationnelle à ce niveau-là, pour que la personne se sente rétribuée correctement. Donc avoir des grilles de salaire claires, pas forcément visibles auprès de tous. Il y a plein de politiques différentes par rapport à ça, mais en tout cas, à l'interne, avoir des guidelines assez clairs là-dessus, c'est extrêmement important. Savoir comment valoriser la surperformance, c'est important. Les évolutions, les changements de poste. Donc voilà, je pense que l'entreprise a tout intérêt à passer du temps à mettre en place une politique de rémunération claire avec des guidelines assez définies pour assurer justement un maximum de transparence et ainsi retenir au mieux ses collaborateurs. Oui, j'ai pas grand-chose à dire de plus parce qu'en fait, tu as vraiment tout balayé et je suis d'accord sur le fait qu'il faut tenir compte. La rémunération est un des éléments parmi tout un tas de choses avec des éléments périphériques qui sont tout aussi importants. La rémunération, dans ce que je perçois aujourd'hui dans les recrutements, c'est vraiment plus la première question qui arrive. C'est vraiment redescendu à la deuxième ou voire la troisième place aujourd'hui. Puisqu'on a tout un tas de gens qui sont prêts à partir parfois pour moins, dans des meilleures conditions, avec plus encore une fois, c'est toujours les mêmes choses qu'on entend, mais plus d'autonomie, plus de souplesse pour concilier vie pro, vie perso. Les 2 années qu'on vient de passer ont renforcé vraiment très, très fortement ces attentes-là. Et ça fait presque partie des premières questions qu'on a. Est-ce que vous faites du télétravail Comment est organisé le temps de travail, etc. Et cette souplesse-là est très, très attendue. Donc, j'allais dire que des conditions de rémunération dans la fourchette, comme tu disais, Charlène, avec par contre des grilles plutôt définies par métier et puis par niveau d'expérience, ça me semble important d'avoir ces bases-là en tête parce que les choses s'enflamment très vite avec les cabinets de recrutement. C'est pas simple non plus de garder la tête froide par rapport à ces éléments-là. Donc, c'est bien d'avoir ces grilles aussi pour avoir des points de repère et puis de proposer effectivement tout un tas de choses périphériques
qui vont venir compléter cette rémunération et qui vont permettre, comme tu disais aussi, de récompenser aussi et de venir voilà, rétribuer des investissements forts, parce que c'est aussi important en fait pour que les gens se sentent reconnus. Et puis tout ce qu'on disait tout à l'heure, hein, enfin vraiment aujourd'hui les conditions de travail viennent sur la même, voilà, la même importance que la rémunération. Donc on peut proposer, sans être non plus sur des rémunérations très, très hautes. Moi, j'ai toujours tendance à dire aussi, on n'attire pas les mêmes profils, avec des rémunérations très importantes. Voilà, quand on est embauché sur une rémunération très importante par rapport à son profil, il y a aussi des attentes qui sont très, très fortes et du coup, il peut y avoir, des décalages, donc ce qui fait perdre aussi, entre guillemets, alors c'est pas perdre du temps, mais c'est le collaborateur sera pas bien à sa place, c'est pas à l'aise non plus et le cabinet sera aussi en attente de choses et voilà, ce décalage, il sera pas forcément, viable pour, dans le temps. Donc c'est aussi, voilà, une rémunération ajustée par rapport à l'expérience et proposer des choses en complément. Je suis vraiment, vraiment d'accord et en plus, ça fait bien le pont avec ce que je voulais dire. Aujourd'hui, on entend souvent que la rémunération, c'est pas le facteur de motivation premier et c'est vrai puisque la rémunération n'est pas vraiment un facteur de motivation. Alors, si on revient sur les facteurs de motivation proposés par Herzberg, en fait, on retrouve certains éléments comme la reconnaissance dont on parlera tout à l'heure. La rémunération n'en fait pas partie, néanmoins, c'est un facteur d'hygiène. Un facteur d'hygiène, c'est par exemple, vous allez travailler et vous avez le chauffage. Bon, vous n'allez pas crier de joie en disant « je suis super motivé, il y a le chauffage dans le bureau ». Par contre, vous allez travailler un matin et il n'y a pas le chauffage et vous avez froid dans votre bureau, là, vous allez être vraiment démotivé. Donc en fait, le salaire, ça peut être un facteur de démotivation s'il n'est pas à la hauteur des attentes du salarié. C'est pour ça qu'il faut vraiment être communiquer avec le salarié et voir si son salaire correspond à ses attentes et en effet aussi à ses capacités, parce que sinon la collaboration peut vite s'arrêter si on est sur des rémunérations trop hautes par rapport à ce que le collaborateur peut faire ou l'inverse. Et d'ailleurs, c'est vrai que on a tendance à pas vouloir afficher le salaire, notamment sur les offres d'emploi. Moi, je le vois beaucoup. Pour autant, il y a 80% plus de clics sur une offre d'emploi qui présente le salaire. Parce qu'aujourd'hui, un candidat qui voit une offre d'emploi sans salaire, il se dit ils doivent être vraiment en dessous du marché, ça vaut pas le coup que je postule. Ou ils peuvent se dire plein d'autres choses, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'entends beaucoup. Donc, je vous recommande quand même de mettre au moins une fourchette de salaire sur les offres d'emploi. Et si vous avez une grille en interne qui est très claire, ce sera d'autant plus facile. Oui, pour aller dans le sens de ce que tu disais, Audrey, il y a plein d'études qui prouvent qu'une augmentation salariale, ça va motiver pour maximum 3 mois, en fait. Et au bout de 3 mois, les gens ont complètement oublié, en fait, cette augmentation de salaire. Donc, même si ça peut venir comme un élément de motivation à un moment donné, c'est une motivation qui est extrêmement temporaire. C'est ça. Et du coup, qui doit s'accompagner d'autres actions. Exactement. Moi, il y a un point quand même que je retiens de toutes vos interventions, c'est cette idée de reconnaissance que ça ne suffit pas de donner un salaire juste et dans la norme du marché. Il faut aller au-delà et montrer qu'on apprécie le travail fourni, encourager ce qui a été fait et surtout reconnaître ceux et celles qui en font plus, peut-être. Et du coup, ça, très concrètement, je vois qu'on perd un peu Maud, mais elle va revenir. Je voulais vous demander, on parle beaucoup de culture de reconnaissance. Je voulais savoir, par exemple, Audrey, comment est-ce que tu le vois mis en place parmi tous les cabinets que vous accompagnez chez Lama-Conta? Pour moi, la reconnaissance, ça part. Bon, on a parlé bien sûr du salaire, on a parlé de se sentir bien dans son poste, d'avoir les bonnes missions. Ça, c'est très important. Mais pour que la reconnaissance passe, il faut déjà dire merci. Il faut savoir dire merci à un collaborateur qui s'investit, qui s'inscrit dans un projet d'entreprise finalement, parce que c'est ça aussi. Et dire merci, ça se dit en un mot, juste merci. Ça marche aussi en mettant en place notamment des rendez-vous réguliers. Moi, je conseille des rendez-vous mensuels, voire trimestriels si on ne peut pas mensuel, ou voire à la semaine même. Je sais que dans certaines entreprises, c'est le cas. Là, c'est super. Mais l'entretien annuel ne suffit pas à organiser un échange avec le collaborateur. Et j'entends souvent les cabinets qui me disent « bah oui, mais nous, on est tous les jours dans le même bureau, on peut se parler, les collaborateurs peuvent venir nous voir ». Mais en fait, ils viennent pas forcément vous dire les mêmes choses.
Et si on prend un moment dédié à la libération de la parole pour poser des questions précises, on va avoir des réponses aussi plus précises. Par exemple, à la question as-tu tout ce qu'il te faut pour bien travailler dans ton environnement de travail, vous pourrez être surpris des réponses parfois. Moi, la dernière fois, j'ai quand même une réponse de ah oui, ma souris, c'est vrai qu'elle marche pas très bien. Tous les jours, avec une souris qui marche pas très bien, si on le sait pas, on va pas pouvoir la remplacer. Et ça peut créer vite une frustration, alors que c'est un détail qui peut être réglé très très rapidement. Donc voilà, c'est de poser des questions concrètes pour avoir des réponses aussi très précises et ne pas attendre l'entretien annuel pour justement avoir cet entretien une personne à une personne. Ça peut être des questions tout aussi simples de comment ça va, comment tu vas en ce moment, comment ça va dans ton travail, c'est très simple. C'est pas forcément donné à tous les managers non plus de poser ce type de questions et d'écouter et d'entendre aussi les réponses. Mais effectivement, pour compléter ce que tu disais, Audrey, je dirais ça passe aussi par le feedback. Les gens sont très demandeurs de feedback. Et effectivement, une fois par an, ça ne suffit pas, ou 2 fois par an, ça ne suffit pas. Quand je dis feedback, c'est pas forcément que du feedback positif. Ça peut être du feedback plus mitigé, mais donner du retour en fait au collaborateur, lui montrer que le manager est là pour le développer, pour l'accompagner. Ça, c'est des choses assez notables de la reconnaissance. Il y a beaucoup de managers qui l'occultent un petit peu parce que ça semble évident, mais c'est pas si facile en fait, et c'est pas si ancré que ça. Et là, oh, pardon, vas-y, Maud. Non, juste, encore une fois, c'est un peu redondant, mais c'est vraiment pour confirmer qu'effectivement, moi, je viens d'autres univers professionnels. J'ai travaillé 15 ans en entreprise avant, et c'est quelque chose de très classique en fait en entreprise. Les entretiens managériaux, la fréquence d'une fois par semaine, alors plutôt dans les univers très commerciaux, et puis sinon une fois par mois. Et ça l'est beaucoup moins en cabinet en fait. C'est pas forcément dans la culture, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être développé pour pouvoir avoir une proximité dans la communication avec les équipes, au-delà des plannings et au-delà de la répartition de la charge. Ça peut avoir un intérêt effectivement d'espace, comme tu disais Audrey, d'espace de communication qui permettent de dire des choses là où à la machine à café on ne les dirait pas. Et du coup, d'avoir des vrais échanges et de pouvoir aussi faire des feedbacks positifs ou moins positifs, et d'évolution aussi. Ça permet aux gens de savoir où j'en suis et ce que je dois faire pour évoluer et travailler mieux, ou voilà, d'avoir des retours de son manager. Et d'ailleurs, je veux bien compléter sur le fait de ne pas supposer. En fait, on a tendance en tant que manager à vouloir supposer pour l'équipe en se disant « Ah bah oui, l'équipe a envie de ça, l'équipe, ils seront contents si on bouge les tables comme ça, peut-être que ça fera une meilleure ambiance, ou on va avoir un baby-foot. » Mais avant d'acheter le baby-foot, ce qui serait intéressant, c'est de savoir s'il y a des gens qui y jouent au sein du cabinet. Je suis allée dans un cabinet l'autre jour qui avait un baby-foot, et pour le coup, tout le monde y joue tous les midis, donc là, c'est super et ça marche très bien. Mais vraiment, ça passe encore une fois par la communication, de demander ce que les collaborateurs veulent. Parfois, j'entends, je ne sais pas si je veux mettre du télétravail en place ou pas. Mais c'est vrai que ça peut aussi s'adapter parfois à chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes envies et au même moment. Et du coup, c'est vraiment cet enjeu d'être à l'écoute. C'est ce qui marche le mieux. Et j'ai un chiffre que je trouve intéressant, c'est que 75% des recruteurs affirment avoir mis en place des actions pour limiter le départ des collaborateurs. Et il y a 80% des collaborateurs qui ne se rendent pas compte, qui disent que rien n'est fait. Et là, c'est de la communication. Et c'est souvent en cabinet, en fait, on fait des choses, et même au niveau RH, on fait des choses, mais en fait, on ne communique pas dessus. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que voilà, on va faire tant qu'on communique pas dessus, ça n'a pas d'impact en fait. Et alors, je ne peux que rebondir sur le baby-foot, parce que c'est aussi, on parle beaucoup de QVT, c'est très à la mode. Ça donne envie quand on voit des photos avec des super locaux, des baby-foot, des poufs, etc. Mais attention à ce que ce ne soit pas de la QVT. Alors moi, j'appelle ça de la QVT cosmétique, c'est-à-dire que c'est mettre une couche de fond de teint, mais derrière, c'est pas forcément des conditions de travail très bonnes ou autres. Donc c'est que finalement, tout ce qu'on met en place, ça soit aussi du plus par rapport à toute une politique globale de considération, effectivement, et de qualité du travail en fait du cabinet aussi dans la vie de tous les jours des collaborateurs. Oui, un peu à la façon de greenwashing. Moi, pour rebondir sur ce que disait Audrey, je voudrais juste ajouter quelque chose, que pour les
les questions les plus stratégiques, peut-être les plus sensibles. Je prêche pour ma paroisse, mais ce que je trouve vraiment génial chez Penny Lane, c'est que les enquêtes sont anonymisées, ou alors on sait juste de quel service la personne dépend. Et ainsi, on peut vraiment être libre dans les retours. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu de dérapage ou de mots autrement violents qui ont été permis par cet anonymat préservé. Mais voilà, ça permet de se dire, peut-être que ce collègue que j'aime bien, là, cette fois, je trouve qu'il n'a pas fait un très bon travail. Ça me blesserait que peut-être que je ne suis pas à l'aise pour lui dire en mon nom, mais je pense qu'il y a quelque chose de constructif à faire et voilà, ça permet de libérer cet espace aussi. Maud, il me semble que tu voulais ajouter quelque chose, pardon, je t'ai coupé. Non, 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 non. D'ailleurs, je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire parce que, alors, on n'a pas tout à fait le même mode de fonctionnement, mais par rapport à plein de choses qu'on met en place, là, on a notamment fait, alors j'ai perdu le mot, mais en fait, on a sollicité les collaborateurs par un sondage, voilà, je vais y arriver, interne pour la mise en place du télétravail. En fait, avec tout ce qui s'est passé, nous, on a été en 100% télétravail. Et puis, il a fallu adapter notre charte télétravail par rapport à tout ce qui s'est passé. Et donc, on a fait un sondage collectif auprès des collaborateurs pour avoir leur avis et pouvoir travailler après avec le CSE et faire évoluer notre charte télétravail. Mais c'était vraiment très important pour nous d'avoir le retour parce que même si on a des extrêmes avec des gens qui voulaient à 100% et d'autres qui voulaient à 0%, ça nous a permis de faire une moyenne et de proposer quelque chose qui ressemblait à ce qu'attendaient les collaborateurs. Et moi, pour finir du coup cette table ronde, je voulais vous poser une toute dernière question. Là, on a peut-être on a utilisé quelques exemples et peut-être qu'on est resté très théorique. Moi, je voudrais avant qu'on passe à la session de questions-réponses, et du coup, je vous encourage à poser vos questions dans l'onglet questions dédiées. Voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? C'est un sujet dont on a parlé tout au long du webinaire pour préserver l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Voilà, ça peut être peut-être, Charlène, est-ce que tu veux commencer? Oui, alors moi je suis chez Penny Lane depuis très très peu de temps en fait, donc désolée, je vais rester peut-être un petit peu théorique, mais parmi les actions que je verrais, aujourd'hui il faut être assez vigilant avec tous les enjeux de parentalité. Par exemple, on a de plus en plus de jeunes parents dans les entreprises, donc avoir une certaine flexibilité des horaires, le droit à la déconnexion. Là encore, ce n'est pas donné dans toutes les entreprises, mais se dire que du vendredi soir au lundi matin, on déconnecte du bureau, on déconnecte les téléphones, etc. Donc c'est le genre de choses qui assez simple à mettre en œuvre et qui peut apporter pas mal de choses et qui peut avoir des effets assez rapides. Évidemment, nous on est dans une entreprise avec la possibilité de faire du full télétravail, donc c'est assez avant-gardiste comme manière de travailler. Je pense que c'est assez bien perçu. Là encore en cabinet, je pense que c'est pas tout à fait à ce stade-là, mais c'est le genre de choses qui peut être clairement très très bien perçu par beaucoup de collaborateurs et qui peut vraiment avoir une vraie valeur ajoutée. Et chez Duo Solutions, Maud, est-ce que vous avez mis des actions complémentaires en place? Oui, je vous prie d'abord de m'excuser, j'ai un problème de connexion Internet, donc ça déconnecte de temps en temps. Du coup, j'ai pas tout entendu, mais oui, effectivement. Alors, nous, c'est vrai que la souplesse d'organisation, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Donc, en termes de temps de travail, hein, on a un certain nombre de choses en place pour pouvoir, voilà, il n'y a pas forcément d'horaire fixe, c'est plutôt en fonction de la charge de travail. On a la charte télétravail aujourd'hui qui a évolué. Alors, le 100% en cabinet, je ne sais pas si à un moment donné, c'est intéressant, peut-être à réfléchir. Ce qui est attendu, en tout cas dans les retours qu'on a eus, c'est une partie en télétravail et une partie en équipe pour justement les échanges par rapport aux dossiers en cours. Tout un tas. Finalement, les collaborateurs ne vont pas faire les mêmes tâches quand ils sont en télétravail que quand ils sont au bureau parce qu'ils vont profiter d'être là pour aller solliciter la juriste, la gestionnaire de paye sur le contrat, sur le dossier en cours. Donc, c'est un bon mix des deux. Ça, c'est vrai que c'est très attendu. Et c'est vraiment l'autonomie aussi dans la gestion des dossiers qui ressort dans les points forts qu'on a en interne aujourd'hui dans l'entreprise. Audrey, est-ce que tu veux compléter ou est-ce qu'on passe aux questions?
Je peux compléter très, très, très rapidement. Nous, ce qu'on a mis en place, en tout cas chez Lama Compta, c'est une personne qui arrive chez Lama Compta, un mois après, on lui propose de remplir un rapport d'étonnement. Parce que c'est toujours les personnes nouvelles qui vont déjà apporter une vision d'autres entreprises qui peuvent nous intéresser et aussi nous proposer d'évoluer du coup nous dans notre organisation interne. Donc on fait ça dès qu'ils arrivent. Ensuite on a les points mensuels qui nous permettent vraiment de poser toutes les questions et la première question du point mensuel c'est comment vas-tu et ensuite c'est comment tu te sens dans l'équipe et après dans ton travail. Très important de pouvoir vraiment parler d'un ressenti et d'écouter les départs aussi. Quand on a quelqu'un qui part, de vraiment creuser, de comprendre pourquoi et d'accepter d'ailleurs et d'accompagner ce départ-là. Et aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est hyper important, ça va un petit peu avec la culture d'entreprise, de proposer une vraie vision aux collaborateurs, de savoir vraiment où va l'entreprise et quels sont nos objectifs à long terme, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir l'inscrire aussi dans une vision à long terme et comment son projet personnel de développement va s'inscrire aussi dans ce projet global d'entreprise. Voilà. Merci beaucoup d'avoir complété, Audrey. On va pouvoir passer aux questions. Avant cela, je vais juste la lire. Pardon. C'est une question de Julie Lagneau qui est, alors, est-ce que la décentralisation est une des solutions? 180 salariés et 25 associés, ça me paraît énorme, mais pertinent comparé à des cabinets avec une centaine de collaborateurs et une poignée d'associés. Donc, je pense que cette question de décentralisation, elle est pour toi. Maud, je vais te laisser y répondre. Oui, alors effectivement, on est déjà décentralisé en fait parce que c'est 180 collaborateurs, mais sur 8 cabinets. Donc en fait, on a des entités qui vont d'une dizaine à une quinzaine de personnes jusqu'à l'entité la plus conséquente, on va dire, où il y a 70 personnes sur le site. Donc c'est effectivement important dans tous les cas de figure, même sur les plus gros sites, de garder cet esprit équipe. C'est-à-dire que même sur le site de 70, vous allez avoir un associé qui a en charge une dizaine ou une quinzaine de collaborateurs et que finalement, ça reste à une échelle plutôt d'équipe, voilà, dizaine et une quinzaine de personnes. Donc, parce que le niveau de communication aussi est plus simple quand on a cette sous-répartition, en fait. Mais on réfléchit aussi parce qu'on a forcément, en termes de communication, quand on a multi-sites, on doit avoir une communication particulière et on doit prendre cet élément-là en considération dans la gestion quotidienne et qu'on ait aussi comment dire, des process qui soient uniformisés, en fait, notamment le parcours d'intégration. On a fait quelque chose qui soit le même qu'on arrive à Poitiers ou qu'on arrive à La Rochelle ou dans le 79. Donc, c'était important, en fait, d'avoir le même parcours, que le collaborateur soit intégré sur n'importe lequel des sites. Top. Hyper clair et concret. Merci, Maud. J'ai une deuxième question de Hugo Halal qui est comment sensibiliser des managers très orientés prod aux enjeux RH? Alors, Maud ou Audrey qui voudrait répondre? Maud, peut-être toi à nouveau. Comment sensibiliser aux enjeux RH? Je pense que naturellement, j'allais dire, quand il y a une difficulté par rapport à un départ et qu'on voit que la personne part et qu'on n'a personne pour la remplacer, déjà, ça sensibilise un peu aux enjeux RH parce que cette notion de voilà, quel est le client, le portefeuille, comment je répartis, comment c'est géré au départ du collaborateur. Donc, à un moment donné, ça met devant aussi les difficultés RH qui sont aujourd'hui une grande difficulté au sein de l'ensemble des cabinets. Je pense qu'on est tous confrontés à ces difficultés-là, en fait. Donc, c'est comment on arrive à donner aux gens envie de rester, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est comment travailler toute cette marque employeur. Et finalement, c'est sensibiliser les managers aussi au fait de leur dire tout ce que vous faites au quotidien contribue à fidéliser et à donner envie, en fait, à engager les collaborateurs. Donc, c'est aussi pour pouvoir, il y a une notion de pérennité de cabinet aussi, en fait, à s'intéresser à ces enjeux RH. C'est dans la stratégie, à mon sens aussi, que ça doit avoir sa place pour pérenniser n'importe quelle taille de cabinet, pour le coup.
Oui, puis peut-être les sensibiliser au coût de recrutement, parce qu'on sait à quel point le recrutement est coûteux, prend du temps, etc. Donc, souvent, dès qu'on parle plus chiffres, c'est Ça plus leur marquant, parle. en fait. Ça parle davantage, ouais. La question suivante sera peut-être plutôt pour toi, Audrey. C'est une question de Valérie Sirvent. Quelle place faut-il donner à la communication pure, la publicité en fait, et quels canaux? Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment de publicité où on va voilà, mettre de l'argent dans Google ou dans Facebook pour faire une publicité. Ça, c'est peut-être l'étape d'après. La première communication, ça va être pour moi de montrer ce qui se passe en interne et de le montrer à l'externe. Parce qu'en fait, si vous voulez capter des candidats et leur montrer que chez vous, ils vont se sentir bien pour telle ou telle raison, il faut d'abord qu'ils le sachent. Et souvent, on remarque que les sites web sont particulièrement orientés client, ce qui est normal vu que c'est un petit peu l'objectif d'un site web, mais on peut ajouter une brique recrutement aussi à chaque site web en parlant un petit peu déjà du cabinet. On va aussi pouvoir parler du cabinet et des actions qui sont mises en place sur les réseaux sociaux. Notamment, moi je conseille beaucoup LinkedIn, voire Instagram. Et ça peut être des photos. Par exemple, vous prenez une photo tout simplement de la pause. Alors bien sûr, il faut que tout le monde soit d'accord dans l'équipe. Et vous dites, voilà, une pause aujourd'hui au sein du cabinet Intel. Et même quand les collaborateurs repartagent, c'est encore mieux parce que ça montre que c'est vrai. Donc, quand les collaborateurs sont ambassadeurs, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Enfin, la marque employeur, elle est bien réussie. Donc, quelle place il faut y donner? Mais la place que vous pouvez y donner, ça demande un petit peu de temps. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut aussi être un de vos salariés qui est intéressé par la question, qui peut lancer le sujet si vous n'avez encore rien lancé du tout. Parce que en tant qu'associé, si vous n'avez rien lancé aujourd'hui, c'est probablement que vous n'allez rien lancer demain parce que le temps va vous manquer ou les compétences. Moi, je conseille de faire un sondage en interne et de voir si quelqu'un est intéressé pour prendre le sujet à bras le corps. Et sinon, un recrutement est toujours possible aussi. Et moi, j'ajouterais sur les employés ambassadeurs, puisque c'est une de mes attributions chez Penny Lane. C'est un peu comme être commerçant de quartier et attendre des avis sur Google. Ça ne se fait pas tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à faciliter ou qui se posent la question de à quel point j'ai le droit de faciliter ça sans forcer la main, tout en gardant une honnêteté de mes employés. Nous, chez Penny Lane, quand on a une nouvelle importante à partager, je prépare les publications pour les réseaux sociaux, une campagne de mail et 2-3 idées de posts LinkedIn pour les collaborateurs, tout simplement, qu'ils ont le droit de s'approprier ou non. Et c'est mis à disposition. On ne regarde pas qui publie ou non. Mais voilà, s'ils ne sont pas ultra à l'aise avec les mots, s'ils n'ont pas le temps de faire ces publications, en fait, ils ont juste à piocher dans cette boîte à outils. Et voilà, il n'y a vraiment aucune barrière à, s'ils ont envie de le faire, ils peuvent le faire. Alors, la question suivante, elle est de Sandrine Leruste, qui dit: au sein de notre cabinet, on a déjà mis beaucoup de leviers d'équilibre vie pro, vie perso, des valeurs RSE, esprit collaboratif, projets annexes. Mais avez-vous des exemples pour mieux communiquer en interne et en externe sur ces types d'atouts déjà existants? Alors là, j'ai l'impression qu'on a bien délimité peut-être l'externe. Maud ou Audrey, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur l'interne du coup? Alors en interne, il peut y avoir des choses plutôt simples, je pense. Déjà, c'est communiquer sur les départs et les arrivées avec voilà, un tel nous rejoint, son parcours, les petites. Alors nous, on met toujours on essaye en tout cas de mettre un atout particulier qui n'a rien à voir avec le métier, histoire de voilà, de montrer aussi qu'on n'est pas que ça. Et puis il y a aussi, nous, on a un intranet dans lequel il y a tout un tas de. C'est aussi un support de communication interne qui permet de diffuser des informations en fonction de l'actualité. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir des supports de communication interne comme ça, ou en tout cas des rituels internes, je pense, de communication. Et j'ajouterais aussi que si vous mettez en place des actions en interne, est-ce que ces actions sont portées aussi par les collaborateurs? En fait, quand on inclut les collaborateurs dans le changement, déjà ils sont au courant forcément, mais en plus ils sont encore plus acteurs de ces changements. Donc ça peut être une première chose, de les inclure dans les réflexions, même si votre réflexion est déjà un petit peu engagée et que ça prend un petit peu plus de temps d'ajouter des personnes dans la réflexion, c'est quand même important d'inclure les collaborateurs. Ça c'est une première chose. Et après,
d'autres actions qui peuvent être mises en place, comme disait Maud, c'est d'avoir un outil de communication autre que le mail en interne. On peut citer Slack, on peut citer WhatsApp. Je sais pas nous on utilise Nifty au sein de la Maconta. Je sais pas ce que vous utilisez chez Penny Lane et. On utilise Slack aussi. Ouais, ok. Et déjà, ça permet de passer les infos de façon fluide. Ouais, et porté par les collaborateurs d'une chose, et je dirais même pour aller un peu plus loin, porté par les managers en fait. Je pense qu'il faut beaucoup qu'on se fie sur les managers pour relayer l'information, pour relayer aussi les initiatives RH, parce que nous seuls de notre côté, en fait, on a une voix qui reste quand même assez limitée. Et en fait, quand on implique les managers dans ce type d'initiative et dans leur communication auprès des collaborateurs, l'impact est d'autant plus grand. D'ailleurs, j'ai un exemple d'un cabinet qui a mis en place une gazette interne. Et en fait, c'est la responsable de la communication qui alimente cette gazette. Alors, je ne sais plus si c'est toutes les semaines ou tous les mois qu'ils le font, peut-être plus tous les mois. Et ils donnent toutes les informations et les collaborateurs sont ravis de lire la gazette du cabinet. Trop bien, j'adore l'idée de la gazette. C'est sympa. Je vois qu'il est déjà 51. Alors, je vais juste prendre les 2 dernières questions qui ont été posées. Et pour être respectueuse du temps de tout le monde, je vous propose de faire peut-être un tout petit peu plus vite pour ces 2 dernières. Alors, l'avant-dernière question, elle est de Stéphanie Souzini-Masseille qui demande « Pensez-vous qu'il soit important de dédier un poste du type responsable marque employeur autre que l'associé » Qui veut prendre celle-là? Je pense qu'en entreprise, moi, la marque employeur, elle ne doit pas être portée par une seule personne. Je pense que ça doit être porté par le recrutement, pour l'aspect attraction des talents, par les responsables RH ou HRBP ou DRH en fonction de l'appellation, pour l'aspect rétention, l'aspect par le département des communications, la personne en charge de la communication pour véhiculer correctement le message à transmettre. Mais je pense que c'est un travail plus collectif en fait qui ne tient pas forcément à une fonction. Enfin, en tout cas, c'est mon avis à moi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut que ça soit collaboratif et il faut que ce soit géré en mode projet, en fait, avec un groupe pilote et des actions qui sont faites et qui viennent de l'opérationnel, surtout, pour que ça ait un sens aussi pour tout le monde. C'est ça. Après, je comprends que ça peut être plus difficile à appliquer dans un petit cabinet quand on est 5 à 10 personnes. Oui. Avoir une personne dédiée à la marque employeur, ça paraît difficile au départ. Donc, il faut que ce soit porté par tout le monde. Mais notamment, je pense que le ou la dirigeante doit porter ce sujet vraiment à cœur parce que c'est aussi les dirigeants qui insufflent la culture d'entreprise. Et donc, même si on a quelqu'un qui est dédié, il faut quand même que les dirigeants soient porteur de ce projet et ne l'écarte pas en seulement le déléguant. Top, merci beaucoup. Alors, et pour la dernière question, elle est de Julie Lagneau. Pensez-vous que le candidat doit s'adapter au cabinet ou plutôt l'inverse, vu le contexte actuel? Comment trouver sa place quand on a un profil très atypique? Là, Audrey, je vais peut-être te laisser commencer parce qu'en tant que cofondatrice d'un cabinet de recrutement, je me semble la mieux placée pour y répondre. Je précise qu'on n'est pas un cabinet de recrutement, on est plus un site d'emploi. Comment on peut trouver sa place? Alors, déjà, moi, je dirais qu'il n'y a personne qui doit s'adapter. Quand on doit s'adapter, ça veut dire qu'on renonce à certaines choses et donc qu'on n'a pas trouvé la bonne place. Ce qui est important, c'est d'échanger, d'être sur le même pied d'égalité entre le recruteur et le recruté et surtout de voir si ça peut matcher. Parce qu'en fait, demain, une collaboration longue, elle va se faire sur des bases saines. Quand on a un profil très atypique, alors c'est vrai que Julie a un profil un peu atypique en effet de par toutes ses fonctions, néanmoins très intéressant du coup pour n'importe quel cabinet qui voudrait aussi avoir une compétence un petit peu sur la communication, parce qu'elle a un blog des étudiants en compta. Je pense pas que ce soit un frein. Enfin, comment trouver sa place? Si pour toi, Julie, ce qui est important, c'est d'avoir le poste collaborateur comptable plus d'autres missions, il faut le mettre tout de suite sur la table et voir quel cabinet sera capable d'accepter ça. Et c'est ni pour moi à toi de t'adapter, ni au cabinet non plus de s'adapter. Il faut vraiment trouver l'endroit où tu vas te sentir bien. Moi, je trouve que c'est plus, en fait, est-ce qu'on peut avoir un projet qui est commun? Et dans les entretiens, moi, je demande souvent, c'est quoi votre projet? Qu'est-ce que vous avez comme projet? Et est-ce que ce que nous, on peut proposer correspond? Et est-ce que effectivement ça match, en fait?
Donc, c'est vraiment, voilà, on fait un bout de chemin ensemble et puis chacun il trouve son compte et par rapport aux attentes de chacun, c'est voilà, est-ce qu'il y a un chemin commun qui peut être tracé? C'est fini en fait le recrutement où effectivement l'employeur se disait c'est ça, 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 et puis c'est tout. Et puis un candidat qui arrive aussi avec ses conditions en disant c'est comme si, c'est comme ça. Bon, voilà, je pense que c'est vraiment un compromis entre guillemets ou vraiment un projet commun qui peut avoir du sens. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les trois pour votre expertise, pour votre temps. On a un peu débordé. Merci infiniment de nous avoir accordé voilà, votre fin d'après-midi, vos bons conseils. Et puis merci à vous tous qui êtes derrière l'écran, que je ne vois pas, mais de nous avoir écoutés pour vos questions que j'ai trouvées vraiment hyper pertinentes. Et voilà, on se retrouve très bientôt sur le Club des experts. Passez à tous et à toutes une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.